Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse vidéo de Block Unity de ce lundi 26 janvier 2026. Alors que notre précédente analyse tournait sur l'idée d'une respiration du marché, chose que nous avions eue avec cette belle reprise haussière qui nous avait fait arrêter mine de rien sur les 98 000 $, on voit très bien que depuis on s'est stoppé net dessus. Alors est-ce que c'était anticipable? Oui, puisqu'on sait très bien que ce genre de niveaux sont des résistances très importantes dans une dynamique baissière dans laquelle nous sommes actuellement. Néanmoins aujourd'hui on va essayer de se concentrer non pas sur ce que pourrait donner le marché, puisque les niveaux à surveiller n'ont pas forcément changé, mais plutôt sur qui fait quoi? Est-ce que vraiment beaucoup d'investisseurs quittent le marché, abandonnent? Et si au contraire d'autres continuent d'accumuler? C'est exactement ce que l'on va voir ici. Puisque mine de rien, quand plus personne ne croit justement à un rebond, ce que le marché a vraiment, en tout cas c'est la sensation que j'ai personnellement, envie de nous faire penser, envie de nous faire croire, et peut-être à juste titre, peut-être pas, mais évidemment c'est dans ces moments-là où tout le monde quitte le marché, où à chaque fois on entend cette fameuse phrase «Je reviendrai lorsque ce sera le bon moment». Alors déterminer quel est le bon moment, c'est jamais évident, on croit justement que c'est facile, mais c'est tout aussi complexe que de savoir vendre proche d'un top, ou en tout cas dans une zone, dans un état d'euphorie sur le marché, chose que à chaque fois beaucoup n'arrivent pas à faire, porté par l'euphorie, la cupidité ambiante, et eh bien c'est exactement la même chose lors d'un bottom. Qu'on aille plus bas ou que le bottom soit déjà trouvé, mine de rien, très difficile de savoir si, évidemment, il y aura continuation baissière ou pas du tout. Donc dire je reviendrai quand justement ce sera le bon moment, on va quand même essayer de statuer si ça peut être un des bons moments, encore une fois sans vouloir jouer à Madame Irma, mais bien sûr se positionner sur ce qu'il s'est déjà passé historiquement parlant, quand justement beaucoup d'investisseurs quittent le marché, quand il y a beaucoup de ventes à perte, généralement, ou en tout cas ça a été prouvé dans le passé, ce sont toujours des bons moments pour accumuler, sans encore une fois vouloir chercher le bottom exact, mais une zone d'achat qui nous permettrait, dans les mois, années à venir, à vraiment être un investisseur rentable. Et forcément, avec cette correction, ce qui nous emmène encore une fois sous les 90 000 $, on a touché les 86 000 dans la nuit, on est sur un Fear and Greed Index qui est retombé dans la peur extrême. On était venu, souvenez-vous, sur un niveau neutre, assez neutre justement, quand elle était repassée au-dessus des 95 000 $. Et donc c'était une très bonne chose, puisque évidemment on ne veut pas avoir un marché qui continue d'avoir peur dans une situation où on tente de reprendre une dynamique haussière, mais néanmoins, c'est vrai que cette peur extrême pour l'instant est de retour. Alors, est-ce que ça fait justement partie de ces moments-là où c'est très important de savoir faire un peu ce qui est contraire à notre sentiment, contraire au marché, c'est-à-dire d'investir dans ces moments de peur? Généralement, oui. Alors comme vous le savez, ces moments-là peuvent durer des semaines, voire des mois. Déjà sur ce cycle 2023-2026 maintenant. On le voit très bien, cette peur extrême, on avait fait le yo-yo dedans pendant de nombreux mois lors de l'été-automne 2024. Et également pendant 2 mois lors du crash que nous avions eu au printemps 2025. Et donc maintenant ici, depuis plus de 2 mois aujourd'hui, puisque depuis la mi-novembre, on fait aussi le yo-yo entre une zone de peur neutre ou de peur extrême. Et généralement, ces zones-là sont quand même assez rares pour être notifiées. Regardez ce qui s'était passé en 2021-2022. On avait eu de la peur extrême dans cette longue correction que nous avons eu de 50% entre le top d'avril 2021 et ce qui s'était passé lors de l'été 2021, avant cette fois de retrouver cette peur extrême à partir justement de ce début 2022, de ce début de bear market, où on pouvait là aussi encore y croire avec ce fameux rebond, mais qui était finalement un rebond du dead cat bounce. Et puis, cette dernière vague de peur extrême qui s'était arrivée en juin 2022, on avait fait vraiment capituler tout le monde avant de trouver le bottom final quelques mois plus tard. Mais historiquement parlant, quand on regarde ces zones-là, eh bien, quand on peut même reprendre jusqu'à la création de BTC, typiquement depuis 2013, ces zones-là, même si après il faut pouvoir patienter de nombreux mois, eh bien ils ont été tous lucratifs, puisque même si nous avions investi dans cette peur extrême ici autour d'un BTC à 36 000 $, on le voit très bien que 4 ans après, c'était des zones qui étaient très intéressantes d'accumuler, et même j'ai envie de vous dire, parce que BTC est quand même monté jusqu'à 126 000 $ pour son ATH, donc on est largement profitable. Donc tout dépend évidemment de notre horizon de temps d'investissement. Mais globalement, ces 36 000 $ qu'on a par exemple vu en janvier 2022 ont été retrouvés un an et demi après, puisque c'était plutôt l'automne 2023, on était repassé au-dessus. Donc encore une fois, sur cette envie de pouvoir accumuler de façon contrarienne lorsque le sang est dans les rues, comme vous connaissez cette expression, c'est toujours de très bons moments pour le faire. Alors évidemment, Block Unity et moi-même, CryptoSapiens, on n'est pas du tout conseiller financier. On essaye de voir si là encore, chercher le bon moment impérativement est vraiment le plus lucratif. Citez-moi combien de personnes vous connaissez qui ont fait all-in sur cette zone de bottom ici, et vous verrez que trouver le bottom parfait
au dollar ou même à la centaine de dollars près est extrêmement compliqué. Par contre, investir quand justement la peur se fait ressentir, ça a toujours été très pertinent. Surtout que dans la configuration actuelle, on continue d'être dans cette fenêtre de tir où nous sommes pile poil dans cette fameuse zone de rebond où à chaque fois on essaye de redonner espoir. Quand on compare par rapport au précédent cycle, on essaye de redonner de l'espoir aux investisseurs pour leur faire croire qu'on peut aller retrouver des niveaux plus hauts avant peut-être de s'effondrer toujours plus. Je ne dis pas, et évidemment on le verra dans les prochaines semaines, prochains mois, si évidemment on suivra la même logique, mais pour l'instant on a encore, même s'il y a cette base baissière qui se construit, qui se développe petit à petit, toujours des zones d'espoir pour retrouver une nouvelle hausse, sans vouloir même chercher un nouvel ATH, je parle juste de nouvelles hausses qui nous emmèneraient potentiellement au-dessus de nos niveaux clés. Vous le savez, on l'a vu dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière, les 98 000 $, les 102 000 $ ensuite, pour retrouver vraiment un semblant de dynamique haussière. Maintenant, c'est vrai que même du côté des liquidités de stablecoin qui entrent sur le marché, eh bien on est aussi dans cette phase de dilettance. Alors, c'est déjà arrivé dans ce cycle. Regardez justement ici, à peu près dans cette phase de ventre mou de l'été 2024, où ici nous avions très peu d'entrées de stablecoin, peut-être un marché qui se cherchait là aussi. Et bien globalement, depuis, pareil, début novembre, fin octobre 2025, nous sommes vraiment dans cette dynamique, même un peu plus baissière, où il y a un peu plus de stablecoins qui sortent qu'ils n'en rentrent sur le marché. Preuve que beaucoup d'investisseurs, là aussi, soit capitulent, soit essaient d'investir sur d'autres actifs, comme par exemple l'or, l'argent, qui ont surperformé ces derniers temps, mais en tout cas qui sortent l'argent, en tout cas sortent des stablecoins de ce marché des crypto-monnaies. Donc évidemment, ça corrobore un peu l'idée que le marché se vide petit à petit, ce qui était largement en plus arrivé dans cette fin. Hop, je vais un peu dézoomer, dans cette zone d'ombre justement, regardez, dans cette zone de Dead Cat Bounce, comme on en a parlé un peu plus tôt, où ici, comme vous le voyez en violet, le total des stablecoins continuait d'augmenter jusqu'à cette fameuse zone qui ressemble beaucoup à ce que l'on vit aujourd'hui, où ici cette fois c'était plus en baisse. Beaucoup de stablecoins sortaient du marché, des investisseurs qui encore une fois potentiellement re-attendaient le bon moment pour investir. Est-ce qu'ils l'ont fait comme ils le voulaient? Telle est la question. Maintenant, un autre indicateur que j'aime beaucoup regarder, qui a l'air assez barbare comme ça, c'est celui de l'Active Address Sentiment Indicator, qui va nous repérer justement s'il y a une variation du nombre d'adresses actives par rapport à la variation du prix. Et on voit très bien que si on était tombé sur vraiment un niveau potentiellement survendu, comme il l'explique ici, en violet, en fin novembre 2025, lorsque nous étions tombés sur les 80 000 $, on voit très bien que depuis, ça avait repris de l'engouement pour justement arriver sur les 98, qui notait une zone potentiellement surachetée, donc ce qui aurait très bien pu nous servir là aussi d'indicateur supplémentaire pour savoir que, ok, on est sur résistance et en plus, on est sur une zone de surachat et qui depuis continue de tergiverser. Alors, cela veut dire qu'on a eu une réenvie des investisseurs de rentrer sur le marché à la vue d'un BTC ou même d'altcoin qui repartait à la hausse, mais on voit très bien que ça s'est très vite essoufflé. Tout comme, et je vais reprendre le même schéma de ce qui s'était passé, regardez, ici, dans cette zone à chaque fois de rebond potentiel, mais qui en 2022 nous avait plutôt porté vers le bas, et globalement c'était un peu le même topo. Des réenvies de rentrer sur le marché, sauf que dès qu'on se retrouve sur résistance, la majorité des investisseurs qui potentiellement ont conscience de cela sortent aussi du marché, en profitent pour être très proches de leur, comment on appelle ça, coût moyen d'acquisition, pour finalement ne vendre ni trop en perte, ni trop en profit, mais au moins quitter ce marché en espérant, encore une fois, trouver le bon moment pour accumuler de nouveau, chose qui, par exemple, s'était fait plutôt en début 2023, donc 2 mois après le fameux, avant le fameux bottom final. Là, ici, beaucoup d'investisseurs ont potentiellement compris que ça y est, on repartait à la hausse, donc il y a eu ce surachat ici même, avant d'entamer ce nouveau cycle haussier. Donc, acheter le bottom peut être compliqué, mais on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train d'espérer de potentiellement arriver à cela lorsqu'on y sera. Cela se voit également avec les indicateurs on-chain. On a le roll ratio. Alors, cela signifie qu'on va essayer de comparer, ici en violet, le ratio entre investisseurs long terme qui sont actifs, donc toute la smart money, et tous ceux qui sont arrivés il y a moins de 6 mois sur le marché, les investisseurs très récents. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a atteint des niveaux historiquement bas, qui rappelle, comme par hasard, j'ai envie de vous dire, la même zone de rebond potentiel, ou en tout cas cette zone critique, cette zone pivot entre eux. Allons-nous vraiment repartir à la hausse, ou allons-nous plutôt capituler pour aller un peu plus bas? Nous avons atteint cette même zone-là, encore plus basse que celle qui s'était déroulée justement lors du printemps 2025, preuve qu'on a beaucoup d'investisseurs court terme qui ne se jettent pas au portillon non plus, pour forcément re-rentrer massivement dans le marché, comme cela s'était passé, regardez, après justement
Ce bottom en mars-avril 2025, on avait quand même vu un beau regain de volonté de la part de ces nouveaux investisseurs pour revenir sur le marché, tout comme cela s'était passé en début octobre, avant l'explosion à la hausse, après l'élection de Donald Trump. Donc, plutôt intéressant de voir ça. C'est vrai que quand on compare avec l'action des détenteurs long terme, eux sont typiquement toujours dans cette même dynamique. C'est pas parce qu'on est venu chercher les 98 000 $ que je vais potentiellement vendre. Il faut savoir que les investisseurs long terme ont un coût moyen d'acquisition maintenant autour des 39 000 $. Vendre sur ces niveaux-là, c'est un peu plus d'un x2 pour eux. Sauf que généralement, ils sont habitués à des quand même multiples beaucoup plus intéressants. Tout au long de ce cycle, ils ont vendu sur du x3, entre x5 en moyenne. Donc vendre ici, typiquement, après avoir vendu sur des niveaux de prix au-dessus des 100 000 $, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Et à l'inverse, comme on l'a vu, avec le distribution multiplier déjà la semaine dernière, on est plutôt dans une dynamique où, de leur côté ici, en vert, ils sont plutôt dans une phase de conservation, d'accumulation. Et à l'inverse, encore une fois, pourquoi je vous dis que le marché, c'est intéressant de voir s'il se vide ou non, eh bien on a ce début toujours de confirmation maintenant depuis quasiment un bon mois, depuis ce début janvier, où nos détenteurs court terme sont plutôt en train de quitter le navire. Potentiellement dans cette optique de, ok, on ne remontera pas, il est temps de sortir, profiter de chaque rebond, etc. C'est un des éléments qui évidemment joue en la faveur d'un scénario baissier continuel, ça ne veut pas dire qu'on va y aller absolument, mais tant qu'on ne voit pas, on n'observe pas de changement de dynamique au niveau de ces indicateurs on-chain, il n'y a pas de raison non plus d'espérer coûte que coûte un rebond, ou en tout cas d'être potentiellement haussier maximaliste. Le but, c'est vraiment d'être le plus lucide sur ce que l'on peut voir des données. D'ailleurs, il n'y a pas que les détenteurs court terme qui quittent aussi le navire, potentiellement de voir également tous les mineurs. Enfin, tous les mineurs, c'est un grand mot, mais beaucoup de mineurs. Lorsqu'on était sur un ATH justement à la fin octobre, on a dévissé de plus de, il me semble, de plus de 10% sur le hash rate. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mineurs, même si apparemment actuellement il peut y avoir des tempêtes, il me semble, au niveau des États-Unis, donc potentiellement beaucoup de mineurs qui débranchent leur machine pour protéger leur équipement, mais c'est quand même, depuis justement 3 mois maintenant, une dynamique constante du fait de voir que beaucoup de mineurs sont aussi en train de débrancher leur machine parce que probablement ils ne sont plus assez rentables sur ces niveaux de prix actuels et peut-être qu'eux aussi attendent le bon moment avant de re-rentrer ou de rebrancher leurs équipements. Cela ne veut pas dire que eux également, parce que ce ne sont pas des investisseurs, mais ce sont surtout des entreprises qui ont besoin de gagner en trésorerie, de gagner justement en capitaux, eh bien, ne vont pas forcément non plus chercher à avoir le bottom exact, mais plutôt vont aussi en profiter pour peut-être changer leur équipement, attendre justement que le prix du BTC prenne une vraie direction avant de se repositionner. En tout cas, ils ont eux aussi, j'imagine, les connaissances, compétences nécessaires, ou en tout cas sont bien entourés pour savoir quoi faire dans ce type de marché. Tout ça pour finir sur l'idée que au niveau on-chain, le marché a fait exactement ce qu'on attendait de lui, en tout cas pour, entre guillemets, continuer de valider ou de garder nos lunettes de dynamique baissière. Pas dans le sens où on est, encore une fois, j'ai pas forcément envie de mettre de mots sur l'idée d'un bear market, mais dans l'idée que, pour l'instant, on n'a pas de quoi rebondir. On a ce MVRV sur les détenteurs court terme qui nous montre bien que, dans l'idée de mesurer les pertes et les profits latents, dès que ces investisseurs ont été vraiment au plus proche de leur coût moyen d'acquisition, hop, regardez ici, cette petite pointe rouge, donc en négatif, on était plutôt en perte depuis vraiment la fin octobre, eh bien, on voit très bien que ces investisseurs-là se sont servis de retrouver les 98 000 $ environ pour vraiment se redélester du marché. Et donc, on a créé cette dynamique effet boule de neige sur du très court terme, où les détenteurs court terme, du coup, n'ont pas validé cette dynamique haussière et se sont plutôt servis pour sortir du marché. Et de ce fait, on est reparti à la baisse, et de ce fait, on valide un peu ce schéma, comme par exemple, c'était arrivé en 2018, comme c'était arrivé également en 2022, et en 2018, mais qui valide non pas la thèse d'un bear market, mais plutôt que la continuité baissière est plutôt envisagée, puisque, regardez, cela s'était aussi passé en août 2024, et c'est pas pour autant que nous étions partis en bear market, mais plutôt dans une configuration où on avait besoin d'un nouveau bottom pour, j'ai envie de vous dire, épuiser peut-être encore plus le marché et le faire encore un peu plus se vider. Donc dans cette optique, on garde les mêmes cibles de prix, puisque, hop, on va reprendre un peu ce qui s'était passé à travers les cycles. Pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à re-atteindre cette fameuse zone qui maintenant est autour des 96 000 $.
qui correspond à ce coût moyen d'achat de ces investisseurs à court terme. Encore une fois, historiquement parlant, dès qu'on est au-dessus, on est en dynamique haussière et il faut surfer dessus, il faut en profiter. Dès qu'on est en dessous et qu'on n'arrive pas à le reprendre, on est plutôt dans une confirmation de dynamique baissière. Regardez ce qui s'était passé justement en 2018, à chaque fois où l'on butait sur cette ligne rouge, on continuait de s'enfoncer dans la crise. Dès qu'on repassait au-dessus et qu'on s'en servait comme d'un support, on continuait notre évolution à la hausse, etc., de cycle en cycle. Et là pour l'instant, nous sommes plutôt dans le même schéma, encore une fois, comme ce qui s'était passé en 2024, ou encore ce qui s'est passé en 2022, 2018, 2019. Donc à faire très attention, tant qu'on ne reprend pas ces niveaux-là avec conviction, on va rester très prudent. Et cela se confirme aussi avec le Magic Bands de Block Unity. Nous n'avons pas réussi à tenir ce nuage bearish ici entre les 90 et 92 000 $. On est repassé en dessous. Comme cela s'est déroulé aussi encore lors de l'été 2024 ou même du printemps 2025, le but c'est de voir si on va tenir cette ligne basse numéro 1, peut-être l'atteindre ou non, mais au moins voir si on tient ces 82 000 $ environ, rebondir dessus, auquel cas, évidemment, on sera beaucoup plus dans une configuration cette fois de bear market digne de 2018-2022, ou alors reprendre au moins ce nuage bearish ici pour de bon et repasser à la hausse. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Je vous rappelle que Block Unity vous propose 7 jours gratuits pour tester la plateforme et tous ses indicateurs qui lui sont propres. Auquel cas, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.